Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver une fois encore sur ce numéro de Free Speech pour parler de l'actualité, des démissions dans les partis politiques, des adhésions tous azimuts dans d'autres partis politiques. Pas une seule semaine ne passe qu'on enregistre ces derniers temps des mouvements de ces acteurs politiques à la veille des législatives de 2023. Une situation qui sans doute préoccupe plusieurs analystes et observateurs. Quant au principe des réformes du système partisan engagées par le régime de la rupture, les derniers événements nous amènent à nous poser la question de savoir si longtemps vers un échec de cette réforme pourtant appréciée par la plupart des Béninois. Et pour en parler, je reçois pour vous deux analystes qui vont se pencher sur la question. Il s'agit de Fréjus Atindoglo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À côté de vous, Aimé Juste Desfodji, qu'on ne présente plus, journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Tout le plaisir est mien. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette question qui préoccupe beaucoup plus d'un. Je commence par vous, monsieur Aimé Juste Desfodji. Vous êtes journaliste. En tant que journaliste, vous avez vécu les premières heures de cette réforme engagée par le régime de la rupture, les réformes du système partisan qui permet aujourd'hui de réduire les partis politiques. Autrefois, on parlait de 200 partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, nous sommes à 15 partis politiques environ. Alors, si vous devez apprécier, si vous devez faire un bilan de ces réformes engagées, que diriez-vous par exemple? Je dirais simplement que le bilan est d'abord positif. Positif. Positif en la matière où nous savons tous qu'il y a quelques années, quand les élections s'approchent, ou à n'importe quel moment, en fonction des intérêts qui réunissent les individus, les politiciens véreux, d'une région à une autre, les tractations qui se passent à chaque fois qu'il y a une loi qui soit à l'Assemblée nationale, qu'on veut voter à l'Assemblée nationale, comment les choses se passent, on sait, chaque député négocie son vote, ainsi de suite. On peut être élu dans tel parti comme député, comme élu local, comme maire, et il suffira simplement qu'un tel ou tel parti de l'opposition ou de la mouvance vous propose un gain, un intérêt, un poste ministériel, et puis vous faites ce que vous voulez. Le bilan est positif en la matière où aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre introduction, de 200 partis, on est à 15 partis aujourd'hui. Le bilan est positif en la matière où les dispositions de la charte des partis politiques permettent aujourd'hui, lorsque vous êtes élu député sur la liste dans un parti politique, vous ne pouvez pas vous permettre de marchander, de vous retrouver dans un autre parti politique en tant que député. Le poste électif appartient à votre parti. Ce qui veut dire que si vous estimez aujourd'hui que votre parti ne répond plus à vos aspirations, à votre manière de voir la politique au Bénin, vous partez, vous laissez votre poste. Et nous savons tous qu'au Bénin, c'est difficile de laisser son poste parce qu'on a des avantages, ainsi de suite. Ce qui voudra dire, en résumé de ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si aujourd'hui, le parti politique est au-dessus, n'est-ce pas, de l'individu. Contrairement aux années antérieures où l'individu peut décider du parti politique. Exactement. Et au-delà de tout, vous verrez que, bon, on aura le temps d'en discuter, mais les élections législatives de 2023 s'approchent. Et déjà, le fait que les gens voient qu'au-delà de tout, il y a des dispositions qui se retrouvent dans les partis et qui font qu'ils n'ont pas la garantie qu'ils avaient il y a quelques années d'être candidats. Ils sont en train de chercher des solutions. Or, avant, dès que quelqu'un se sent intouchable en quelque sorte, voilà, ou sent qu'il ne sera pas positionné, il va écrire son parti. Et ce qui fera que lui-même, candidat dans sa zone, s'il arrive à réunir les électeurs nécessaires, il est député. Il peut être le seul ou deux personnes à être député sur le plan national. Mais aujourd'hui, il sait que s'il fait l'erreur d'aller créer son parti politique, on ne l'empêche pas de trouver le nombre, comment on appelle, de fondateurs nécessaires pour pouvoir créer un parti politique. Mais il n'a aucune garantie qu'il aura les 10% au terme. Ce qui voudra dire qu'il n'est pas certain d'être réélu, même si dans son fief, il a la puissance financière et la popularité nécessaire. On est obligé aujourd'hui de se remettre dans le cocon
de notre parti politique. Qu'on l'aime pas, qu'on aime ceux qui dirigent ou qu'on les aime pas, qu'on aime l'idéologie ou pas, ou à la rigueur, on est obligé de faire recours à d'autres partis qui plus ou moins pourraient peut-être nous positionner comme on voudrait. Fréjus, je ne sais pas si vous partagez les mêmes avis que Aimé Juste, mais au-delà de ça, ma question est de savoir, c'est vrai, on a réduit le nombre de partis, on est à 15 partis politiques aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que 15 partis, c'est vrai, au départ, moi personnellement, je disais avec ces réformes, on aura peut-être 2, 3, 4 partis politiques, mais aujourd'hui, on est à 15 partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà des aspects positifs qu'on a enregistrés, dont Aimé vient de dire, qu'au-delà de ça, il y a un temps vers un nombre grandissant de partis où on peut parler d'échec? Je ne dirais pas tout de suite qu'il y a échec, mais je dirais qu'il y a un bilan mitigé. Mitigé. Il y a un bilan mitigé parce que le bilan n'est pas aussi positif que reluisant que ça. Il faut partir déjà à la base pour voir l'idée cachée derrière la réforme du système partisan. C'est de réunir les partis politiques formés de grands regroupements de partis politiques afin d'assurer une meilleure représentativité du peuple béninois. Mais déjà à partir de 2019, nous avons constaté que cette réforme a connu une petite échec, si on peut le dire ainsi. Et vous avez parlé de 15 partis politiques. En 2020, on était déjà à 14 partis politiques, mais aujourd'hui, on est pratiquement à 15 partis politiques. Mais ce qu'on aurait souhaité avoir, c'est d'avoir peut-être 4 partis politiques, 2 partis politiques de la mouvance et 2 autres de l'opposition. Peut-être un parti politique au centre pour avoir 5. Oui, mais aujourd'hui, nous n'avons pas, je ne sais pas s'il y a de regroupement de partis politiques de l'opposition. Mais du côté de la mouvance, on a connu une réussite. On a 2 grands partis politiques de la mouvance qui fait la fierté de la mouvance aujourd'hui. Mais du côté de l'opposition, on ne constate rien. Mais la réforme du système partisan n'est pas seulement pour la mouvance. C'est pour tous les partis politiques au plan national. Mais si on connaît une réussite de la part de la mouvance, mais une sorte d'échec de la part de l'opposition, ça ne voudra pas dire encore que c'est une réussite totale. Je pense que les acteurs de cette réforme doivent commencer par se poser des questions sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cela? Lorsque vous parlez de 14 partis politiques, de 15 partis politiques, cela ne veut pas encore dire que dans l'avenir, on aura encore 40 partis politiques ou 50 partis politiques. Parce que la charte des partis politiques a été claire. L'article 27 de la charte précise que lorsque vous ne présentez pas de candidat aux élections législatives pendant 2 ans consécutifs, 2 élections consécutives, vous perdez votre statut de parti politique. Donc, il faut déjà attendre, voir si tous ces partis politiques auront la possibilité, vu les exigences que nous avons dans notre arsenal juridique actuel, avec la caution qui est là et le système de parrainage, il faut d'abord attendre pour voir si ces partis politiques auront la possibilité. Encore que déjà, il y a certains partis politiques actuellement qui n'ont pas participé aux élections passées. Oui, et c'est cela qui justifie même les adhésions, les fusions et les démissions que nous avons, parce que les gens savent que c'est la seule possibilité pour eux aujourd'hui de se rattraper parce qu'ils ont déjà perdu une année. Et s'ils perdent encore ces élections, c'est qu'ils perdent directement leur statut politique de parti politique. Et donc le bilan aujourd'hui n'est pas positif, à mon sens, mais on ne peut pas dire que c'est un échec total. Il y a eu des avancées, mais il y a eu beaucoup d'échecs. Donc je pense que c'est une phase pilote, comme on le dit, pour ces acteurs-là. Et que peut-être par la suite, les acteurs politiques vont trouver vont revenir par rapport et rectifier ces... Tout à fait. Mais juste, vous voulez dire quelque chose à propos? Oui, je voudrais dire, le bilan est positif en la matière où c'est difficile de changer l'être humain. Et principalement, nous avons cultivé certaines habitudes depuis des années, avant même le renouveau démocratique, qui fait que aujourd'hui, lorsque vous voulez changer le politicien béninois, c'est compliqué. Malgré les garde-fous, lui-même il vient d'évoquer, qu'on a mis en place pour pouvoir obliger entre griffes le Béninois à réfléchir autrement, vous verrez que l'intérêt continue par guider les politiciens béninois. C'est la réalité. On parlera tout à l'heure des opposants. Mais eux-mêmes qui s'opposent
à un pouvoir en place ne s'entendent pas. Et ceux qui soutiennent encore le pouvoir, chacun cherche son intérêt, qu'on le veuille ou pas. Le Béninois est habitué à ça. On se regroupe pour des intérêts donnés et lorsqu'il n'y en a plus les intérêts communs, on se sépare. Et justement parlant, c'est vrai, vous venez d'évoquer un aspect. L'aspect aussi, c'est le fait que depuis un certain moment, on pensait au début de ces réformes-là qu'il n'y aurait plus de démissions, des adhésions, tous azimuts. Mais qu'on le veuille ou non, on constate, je l'ai dit dans mon introduction, ces derniers temps, qu'il y a eu des adhésions par endroit, des démissions par endroit et autres. Qu'est-ce qui peut justifier cet acte qu'on est en train de connaître ces derniers temps? Déjà, lorsqu'on parle de grands regroupements ou on parle des partis politiques, on voudrait que ces partis politiques aient une idéologie donnée, aient de la formation à la base, pour que le militant qui devient peut-être leader dans le parti politique, qui devient membre influent, puisse avoir des valeurs à défendre. Or, nous savons tous que les leaders qui sont là n'ont pas forcément des valeurs à défendre, ont des intérêts à défendre. Et le tout part de là. Lorsqu'ils se retrouvent dans un parti politique et qu'ils constatent que ses intérêts sont remis en cause, ils se demandent où j'irai pour pouvoir avoir plus d'intérêt. C'est là la problématique fondamentale. Vous verrez que ceux qui ont quitté, c'est ou soit pour aller créer un nouveau parti, ou soit pour aller intégrer un parti déjà existant. On sait que dans ma fief politique, dans ma circonscription électorale, je sais que si j'intègre ce parti politique, ce parti n'a pas encore assez d'assises dans cette zone-là. Et comme je suis déjà connu, je suis un baron de la zone, je serai certainement positionné. Il n'y a pas de raison, c'est pourquoi je dis que c'est difficile de changer l'humain. Si déjà l'idéologie est dans la tête, on sait que non, je ne suis pas dans le parti simplement pour mon intérêt, mais pour les autres. On va travailler davantage à faire élever les jeunes qui viennent. Vous verrez, c'est un secret de polichinelle que les élections législatives qui arrivent, le chef de l'État, bon, entre griffes, le chef des partis de la mouvance voudrait que les vieux, qui sont là depuis des années, depuis près de 8 législatures, puissent laisser de place à de jeunes générations. Et vous verrez que ça grince énormément les dents. On a envie de parler, mais on sait que bon, c'est un peu difficile à dire. Si c'était dans un passé récent, vous savez ce qui allait se passer. Exactement, donc il y aurait énormément plus de démissions. Mais je vais prendre quelques cas, au-delà de tout, de l'intérêt dont nous sommes en train de parler. Le problème se retrouve aussi au niveau de la gestion des partis politiques au Bénin. C'est sérieux. Je vous donne l'exemple du Bloc républicain. C'est le parti de la mouvance qui connaît le plus de démissions ces temps-ci. Et lorsque vous vous rapprochez de ces militants ou de ces démissionnaires, vous verrez en majorité qu'il y a énormément de frustration au niveau de la gestion. On reproche à Abdoulaye Biotchane, le secrétaire exécutif national du parti Bloc républicain, de ne pas être réellement un politicien, de ne pas prendre en compte les aspirations des gens. Les gens ont adhéré le parti avec leur mouvement politique, avec énormément d'effectifs. Mais ce sont les mêmes qui sont tout le temps aux réunions, qui sont tout le temps aux ateliers, c'est, on dirait, un cercle fermé, dont les gens se sentent frustrés. Même si on n'est pas forcément positionné, on veut se sentir concerné par ce qui se passe dans le parti. Mais le parti vous oublie complètement. Vous verrez qu'il n'y a pas autant de démissions dans l'Union progressiste. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais on sent une certaine organisation, une certaine harmonisation qui fait que les gens ont plus ou moins, malgré leur frustration, d'intérêt à rester là que de rester dans le Bloc républicain. Je vais vous donner un exemple. J'ai un frère à moi, un très proche à moi, qui depuis, mon fondateur du Bloc républicain, fait énormément d'activités dans sa zone, tout et tout. Et par moment, je lui demande, le Bloc républicain t'apporte quoi? Parce qu'en tant que jeune, il n'y a pas de réunion, on ne t'associe pas, les leaders de la zone font tout, même quand on met ton nom dedans, on enlève, les responsables ne disent rien, même des inconnus viennent intégrer le parti du jour au lendemain, on les positionne à des postes donnés. Alors, à quoi ça sert que tu milites autant pour un parti qui n'est nullement reconnaissant envers toi? Donc, il y a énormément, quand vous vous approchez des membres ou des membres du Bloc républicain, vous verrez qu'il y a énormément de frustration au niveau de la gestion du parti. Et donc, je ne peux pas être quelque part
où je suis autant frustré et je vais continuer par rester simplement parce que peut-être c'est un parti qui est de la mouvance ou simplement c'est une idéologie au départ qui ne va pas, quand vous êtes ensemble et que les choses ne vont plus, vous séparer pour aller chercher mieux ailleurs. Et même la France que nous prenons comme exemple, vous verrez aux élections passées, il y a eu énormément de nouveaux partis parce que nous avons de différentes idéologie. Monsieur Frégis Atindoglo, je ne sais pas si vous partagez les mêmes avis que votre vis-à-vis, mais au-delà de ça, je vous pose la question de savoir, c'est vrai qu'il a évoqué ça tout à l'heure, ces mouvements d'adhésion, de démission et autres, on constate ça plus dans les partis politiques de la mouvance, notamment le parti politique BR, où on parle peut-être de la mauvaise gestion de celui-là qui est à la tête de ce parti politique-là. Est-ce que cela voudra dire que, en réalité, l'événement, ce qui se passe autour, c'est seulement à cause de ce leader-là, de ce secrétaire, ou encore les intérêts de ces démissionnaires-là, ces intérêts-là font que ces démissionnaires-là sont obligés de quitter le parti politique pour d'autres partis? Je voudrais rapidement revenir sur la réforme du système partisan pour dire à M. Juge, sans pour autant le contredire, lorsqu'on initie une réforme, on prend en compte les paramètres donnés. Donc on ne peut pas revenir sur la scène publique et analyser cette réforme compte tenu du comportement de l'être humain. Avant d'initier la réforme, on doit tenir compte du comportement de l'être humain et mettre les paramètres en place pour que ces comportements-là ne viennent pas notamment entacher, les tests. Ne viennent pas entacher notre résultat à la fin. Et donc si à la fin on revient pour justifier le résultat en mettant devant le comportement de l'être humain, je pense que cela pose un problème. Il est vrai, et tout le monde, quand on est objectif, on sait que la réforme du système partisan n'a pas été une réussite totale. Si on est objectif, tout le monde le sait. C'est vrai que ça a réglé un certain nombre de problèmes sur l'aspect politique, sur le plan politique au niveau national, mais il reste beaucoup de choses à faire. Ça a créé énormément de problèmes, de frustration. Donc, il faut accepter qu'on dise que ce n'est pas encore ça, que les acteurs puissent revenir à la base, voir les problèmes que cette réforme-là a créés sur le plan national, essayer de trouver des solutions. Le fait de dire que ça a été une réussite totale, on lance un message à ces acteurs-là de rester les bras croisés, de penser que tout se passe bien, que tout est rose. Tout est rose. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire, mais voilà, il y a encore des choses à corriger pour permettre à ces acteurs-là de pouvoir corriger ces failles-là. Par rapport aux démissions, M. Juste a commencé par dire que les partis politiques doivent défendre des idéaux. Et en tant que citoyen, en tant qu'être humain, lorsque vous décidez de rejoindre un parti politique, c'est parce que vous estimez que l'idéologie de ce parti politique répond à vos valeurs et à vos principes. Et si on revient à entendre que vous avez démissionné pour rejoindre, pas pour créer votre parti politique, mais pour rejoindre un autre parti politique qui certainement défend une autre idéologie, cela pose un problème d'éthique personnelle, de valeurs et de respect de principes de soi. Nous ne pouvons pas rejoindre un parti politique parce que ce parti prône des valeurs de démocratie et quelques jours plus tard, on va rejoindre notre parti politique qui prône des valeurs de, je ne sais pas quoi, de dictature, par exemple. Donc, cela voudra dire qu'on n'est pas sûr de nous. Si on ne veut pas rejoindre un parti politique, pas cela voudra dire que ces démissionnaires, ces acteurs politiques qui quittent notre parti politique, X pour un autre parti politique, Y, ce n'est pas forcément de suivre une idéologie donnée, mais plutôt pas des intérêts, c'est ça? Je pense que déjà, lorsqu'on arrive à constater cette démission-là, cela voudra dire que la personne qui rejoint un parti politique ne l'a pas fait par idéologie, par valeur, par principe. Alors que l'idéal serait de rejoindre un parti politique par idéologie. Vous savez que je suis d'accord avec l'idéologie que défend ce parti politique. Et quel qu'en soit ce qui se passe, vous restez là, vous défendez votre idéologie. Mieux si vous voulez quitter parce qu'il y a une mauvaise organisation, vous ne quittez pas pour aller rejoindre un autre parti qui défend une autre idéologie. Cela, ça va à l'encontre de vos valeurs. Est-ce qu'on peut parler, à l'heure où nous sommes, puisque nous sommes à quelques mois des élections législatives, est-ce qu'on peut déjà parler de la guerre de repositionnement? Parce que ça aussi, c'est important. J'allais en venir pour parler d'intérêt personnel, parce que si ce que nous faisons est guidé par l'intérêt personnel, alors ça pose un problème d'éthique publique. Je ne peux pas confier la gestion des affaires publiques à une personne qui, sur
un intérêt personnel et va de parti en parti. Parce que lorsque vous allez en parti politique, c'est pour espérer avoir la gestion de la chose publique en main un jour. C'est pour peut-être être élu député, être élu maire ou peut-être président de la République. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est des positionnements. Je pense que ça pose un problème d'éthique. Si vous quittez un parti politique pour être mieux repositionné quelque part, je pense que c'est... Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes à quelques mois des élections législatives et lorsqu'on voit cette démission tout azimut, on peut se dire, mais est-ce que les dés sont déjà jetés dans les partis politiques? Est-ce qu'il y a déjà des positionnements? Il y a déjà des positionnements où ces personnes qui démissionnent voient déjà que là où je suis, je risque de ne pas être positionné. Et parce que là-bas, lorsque j'ai fait les enquêtes, il n'y a pas encore de positionnement, il y a encore de manque. J'ai espoir qu'en étant là-bas, je vais être positionné. On peut analyser le phénomène de cette manière-là. Mais tout à l'heure, elle me juste relever un aspect, la frustration. Lorsque vous prenez, il a même donné un exemple d'un frère à lui qui, malgré les activités qu'il mène, chaque fois n'est pas aussi considéré dans le parti politique. Est-ce que ça là aussi ne suffit pas à cet acteur politique-là peut-être à démissionner? Parce qu'au-delà de tout, on vient dans un parti politique, c'est vrai qu'on suit des idéologies, on suit des principes donnés, mais en retour, on devrait gagner quelque chose, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on vient dans un parti politique, c'est d'abord pour défendre des idéologies, des valeurs, mais aussi pour des intérêts, pour un plan de vie. Parce que tout le monde a un plan de vie. Je vais en politique pour espérer dans 5 ans être député à l'Assemblée nationale, pour espérer dans 5 ans être maire, pour espérer dans 5 ans être président de la République. Et chaque membre de parti politique a un plan pour sa vie, a un rêve et se bat pour ce plan et pour ce rêve. Je pense que le frère dont il parle, je le connais, mais juste là, il n'a pas encore démissionné. Pas parce qu'il est à une bonne place, pas parce qu'il est chouchouté, pas parce que tout va bien pour lui. Il a dit tout à l'heure que, voilà, il lui pose des questions. Mais celui-là n'a pas encore démissionné. Pas parce qu'on ne lui dit pas, peut-être ailleurs, viens nous rejoindre, et il y a une place pour toi ici. Pas parce que l'opposition ne l'appelle pas, peut-être pour dire, mais viens, nous allons prendre le pouvoir en 2026, on va te nommer ministre. Je pense que ces guerres-là, ça se passe partout. Mais lorsque vous défendez des principes, vous défendez des valeurs, je pense que vous pouvez revenir à vous, mettre un peu les intérêts personnels de côté, penser à l'intérêt public, penser à l'intérêt de tout le monde et agir. Je pense qu'après, nous allons tous voir les résultats, nous allons tous analyser les récompenses seront... et qui a fait quoi à quel temps. Peut-être que les acteurs politiques ne seront pas d'accord avec vous. Vous prenez le fait que l'idéologie, le principe, tout ça là doit être au-dessus de l'intérêt personnel. Mais les acteurs politiques diront, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a un plan de vie. Oui, elle veut juste défendre. Question revenue sur quelques avis de mon cher ami Atindoglo. Je partage son avis, juste que je nuance. D'abord, je voudrais commencer par dire, je n'ai jamais dit que la réforme du système partisan est parfaite, ou c'est une réussite totale. Non, on a déjà dépassé cette étape-là. Le bilan est positif. Oui. Maintenant, par rapport à son analyse, vous savez, quand vous avez contribué peut-être pendant les élections à faire élire le président Patrice Talon, président aujourd'hui, et qu'avec le temps, c'est une supposition, vous voyez que ce qu'il fait actuellement au pouvoir ne répond pas à ce que vous avez dit au départ. Ce n'est pas parce que vous avez aidé à son élection que vous allez rester là à le soutenir. Non, à un moment donné, quand le rythme change, les pas de danse changent, dit-on. Je suis d'accord qu'il y a une idéologie, des principes à respecter lorsque nous intégrons un parti politique. Mais lorsque ces idéologies, ces principes ne sont plus respectés, laissez-moi la liberté en tant qu'humain de juger utile de continuer avec le parti ou de ne plus continuer avec le parti. La belle preuve, ceux qui quittent les partis de la mouvance vont toujours, pour la plupart du temps, dans d'autres partis de la mouvance. Pour dire, leur idéologie, leur manière de penser la démocratie, en accord avec le pouvoir en place, n'a pas changé. Seulement le fonctionnement de leur parti politique leur pose problème. Et donc,
quand on prend l'exemple de l'opposition, où Guy Mitokbe a démissionné, est-ce à dire que c'est à cause d'un intérêt égoïste? Non, il vous dira qu'il a réfléchi, il a vu que les principes, les idéologies qui le guidaient à être avec Restaurer Espoir ne sont plus les mêmes. Et dès lors, malgré qu'il reste membre de l'opposition, il se cherche dans un nouveau parti politique. Donc tout de suite, démissionner et aller dans un nouveau parti politique ne pose pas problème. Et je vous ai dit, le bloc est républicain. Les gens ont commencé par démissionner, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Il y a eu Abimbola et d'autres plein. Tout à fait. C'est vrai, on ne veut pas citer cas par cas, c'est pourquoi on est en train de tout généraliser. Il y en a eu énormément. Donc, si on va considérer tout ça là pour dire non, c'est seulement intérêt, on va biaiser notre analyse. J'ai reconnu qu'il y a les intérêts qui sont toujours en jeu. Donc, oublier ça ou comment on appelle, faire semblant de ne pas reconnaître ça, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Cependant, il faut reconnaître aussi que dans le fonctionnement de ces partis, il y a un problème qui se pose et qu'il faudrait remettre en cause. Il faudrait que les dirigeants se remettent en cause et vont repenser comment diriger ces partis politiques. Parce qu'au-delà de tout, lorsqu'on parle de l'idéologie, où on prend l'exemple des grandes puissances, on parle des socialistes, des libéralistes et ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont eu à faire d'expérience dans le temps. Nous sommes encore à 5 ans d'expérience du nouveau système partisan. Donc, il y aura le temps de peaufiner les choses, de voir les défauts et d'évoluer. Et c'est ce qu'on veut pour que dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse avoir la fierté de dire, OK, au Bénin, nous avons 3 partis politiques. 3 partis politiques, 4 partis politiques, comment on appelle, qui sont des grands regroupements, qui ne sont pas régionalistes et qui prônent le développement au pays. Donc, on est en train de faire le chemin et petit à petit, les choses vont s'améliorer. On est en train de faire le chemin, oui, allez-y. Je vais revenir sur quelque chose pour dire que les idéologies dont on parle ici, ce n'est pas ce que, je ne sais pas si on pense la même chose, mais quand on parle d'idéologie en parti politique, ça naît avec le parti politique. Et ça doit disparaître également avec le parti politique. Lorsqu'on voit, on prend UP, par exemple, on dit Union progressiste, ce sont des gens qui sont progressistes. Quand on dit bloc républicain, ce sont des républicains. Et on voit les démocrates de l'autre côté. Donc ce sont des idéologies, ce sont des principes qui naissent avec les partis politiques. Et on ne peut pas estimer que ces personnes-là démissionnent ou quittent les partis politiques parce que les idéaux ont changé. Si les idéaux ont changé, cela voudra dire que les bases même des partis politiques sont faussées. Donc moi, je ne suis pas d'accord que c'est parce que les idéaux ont changé que les personnes démissionnent. Non, on peut être d'accord que lorsque vous êtes dans un environnement et que les choses ne vous arrangent plus, ou vous voyez qu'il y a, malgré les idéologies, il y a les dirigeants qui ne respectent pas un certain nombre de choses, vous êtes libre de démissionner. Moi, ce que je condamne, c'est quoi? Démissionner et rejoindre un autre parti politique qui défend des idéologies différentes que des idéologies que vous avez choisies au départ. Moi, ça me pose un problème. D'accord. On vous aura compris. C'est vrai, nous allons évoluer dans le débat. Nous allons rester maintenant dans des cas pratiques. C'est vrai. Nous allons partir d'abord de ce mariage qui est en train d'être célébré, on peut dire comme ça, entre l'Union progressiste et le PRD. Est-ce que vous, en tant que journaliste, analyste, qui avait été témoin en quelque sorte des premières heures de ces réformes-là, notamment du PRD qui a à un moment donné refusé de rejoindre les grands mouvements du pouvoir en place, mais qui au finish se retrouve maintenant à côté de l'UP? Je vais commencer par un adage de chez nous qui dit Adjanoubek Kandebo Igban, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au départ, on lui a offert 40, je dirais 40 pour exemple. Il a refusé et finalement... 40 quoi? Non, c'est un exemple. D'accord. Que je viens de... On lui a offert 40, il a refusé, mais il est en train de prendre 30. Parce que si le PRD avait accepté entre-temps de fusionner, certainement ils auraient déjà eu des députés, parce que il faut reconnaître que c'est le plus grand parti politique de l'histoire du renouveau démocratique. Et qui a un grand fief, notamment dans Lomé-le-Plateau. Dans Lomé-le-Plateau, il n'y a jamais eu un parti qui a pu battre le PRD, le parti du renouveau démocratique. Pour dire que même les élections législatives de 2019, si ce n'est pas une histoire de 10%, le PRD aurait pu rafler tous les députés de sa région. Ça restait un parti, ou ça reste
le plus grand parti du renouveau démocratique, hormis les deux nouveaux partis qui viennent après la réforme du système partisan. Mais le PRD a refusé simplement parce que le PRD voulait avoir son nom conservé, son identité donc, et son logo. Au final, selon les informations et ce qui s'officialise ce dimanche, c'est que le PRD disparaît au profit de l'Union progressiste. Autrement dit, le PRD entre officiellement dans l'Union progressiste. L'Union progressiste, plus ou moins pour accorder les 30 que je disais au PRD, a conservé le logo du parti, mais pas le nom. Au final, est-ce un bon mariage? Je crois que oui. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Le PRD a besoin de l'Union progressiste parce qu'à l'heure où nous parlons, le plus grand parti politique du Bénin, c'est l'Union progressiste. En termes du nombre de députés à l'Assemblée nationale, et du nombre de conseillers. Du nombre de conseillers et de maires au plan national. Donc ça reste le plus grand parti politique. Cependant, pour que le PRD ne disparaît pas, parce qu'il y aurait 2 élections successives sans que le PRD ait, présenter des candidats si les élections législatives prochaines arrivaient, et qu'il disparaît complètement, il avait intérêt, le Parti du Renouveau démocratique avait intérêt à trouver une solution rapide qui lui permettra d'avoir les 10% aux élections législatives prochaines. Et ce n'est pas évident qu'avec le plateau seul, le Parti du Renouveau démocratique ait les 10%. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il a été déjà même victime des élections communales en 2020, je pense. En 2020, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une solution. Et la solution, c'est que l'Union progressiste est disposée à accueillir le PRD avec un accord de compréhension qui permet au PRD d'avoir plus ou moins un acquis par rapport à ce qu'il voulait en 2019. Son nom et son logo. Au moins, ils ont eu le logo. Donc, ce qui permet aujourd'hui au PRD et à l'Union progressiste d'avoir plus ou moins une mainmise sur Lemay et le plateau. Et sur Lemay et le plateau. Et cela arrange aussi l'Union progressiste qui installe de plus en plus sa domination, son hégémonie notamment, sur le plan national. Avec cette traction, soyez-en sûrs que sauf cataclysme aux élections législatives prochaines, l'Union progressiste va encore rafler et restera le parti le plus grand du Bénin en termes du nombre de députés. En tout cas, on attend de voir. C'est pas vous qui le dites, ce sont les populations qui vont décider de ça. Frégis Atinglo, on vous a annoncé également ce mariage. Est-ce que vous pensez que ce mariage va durer entre l'Union progressiste et le PRD? Non, mais je pense qu'il suffit juste de respecter les règles, les clauses, et que ça va durer. Parce que lorsqu'on voit un peu ce qui se passe, il faut se demander, mais comment ça se passe? On parle de fusion. Et en règle générale, nous savons qu'il y a 2 sortes de fusion en ce qui concerne les partis politiques. Il peut y avoir fusion simple ou fusion absorption. Expliquez-nous, puisque vous êtes juriste. Oui, fusion simple, c'est lorsque 2 partis se réunissent pour former un seul parti politique. Dans ce cas, les 2 partis fusionnés disparaissent, perdent leur statut juridique, n'existent plus au ministère de l'Intérieur, mais il y a la création d'un nouveau parti politique. Souvent, sur la scène politique, on ne voit pas les fusions simples, souvent parce que ça fait disparaître 2 partis politiques à la fois et ça crée un nouveau parti politique. C'est ce qui a été... Le nouveau parti politique qui se crée renaît à nouveau, doit respecter les règles de procédure, de constitution, et donc c'est totalement un nouveau parti politique qui se crée. Souvent, ce qu'on constate, c'est la fusion-absorption. Un parti politique décide d'absorber un autre parti politique. Ce parti politique absorbé disparaît au profit du parti politique qui a initial. Vous voyez? Et donc, le mal ici, c'est que le parti politique qui est absorbé par un autre parti politique, perd son statut juridique, ses attributs, et tout. Ici, ce qu'on a constaté, au début, on a eu les informations que l'UP, le PRD voulaient garder leur statut et voulaient garder leurs locaux et leur nom. Moi, ça m'avait posé un problème. Je me suis posé la question, dans quel cas
nous sommes actuellement. Est-ce qu'il s'agit d'une alliance alors que le code électoral, la charte des partis politiques a interdit les alliances de partis politiques? Est-ce qu'il s'agit d'une fusion simple? Mais s'il s'agit d'une fusion simple, il faut que PRD disparaisse, son statut juridique, il va perdre son statut juridique. UP également va perdre son statut juridique. Est-ce que cela arrange les deux partis politiques? UP, qu'on connaît très bien, qui est un grand parti politique, PRD, qui est également un grand parti politique, ils perdent leur statut juridique et ça efface également leurs acquis par le passé. Mais finalement, on a appris qu'il y aura, en tout cas, on n'a pas encore eu l'information officielle, mais ce que j'analyse, je pense que c'est une fusion-absorption. C'est-à-dire PRD perd sa personnalité juridique au profit de UP. Mais on peut également se demander, mais est-ce que cela ne va pas en compte des tests? Parce que il est dit qu'un parti politique nouvellement créé ou né de la scission ne doit pas prendre les dénominations ou les logos ou des insignes d'un parti politique qui existe officiellement. Mais sur cette question, on peut également, on peut également voir tout de suite une réponse, parce que si PRD disparaît de façon tacite, perd sa personnalité juridique, cela voudra dire que PRD n'existe plus au ministère de l'Intérieur, donc n'importe quel parti politique peut également reprendre le nom PRD, peut également reprendre le logo de PRD. Ici, il ne s'agit pas de la création, si mes analyses sont vraies, que c'est ce qui se passe réellement, il ne s'agit pas de la création d'un nouveau parti politique. Il suffit juste que UP se retrouve en Assemblée générale, modifie ses statuts et règlements intérieurs, change le nom de son parti politique, change la dénomination, change peut-être le logo et informe la charte a dit que lorsqu'il y a des modifications dans le règlement intérieur et les statuts, le mois qui suit, le parti doit pouvoir informer le ministère de l'Intérieur. Donc, UP n'a pas besoin d'une création nouvelle ou de disparaître au profit d'un autre parti politique. Cela voudra dire que dans les tests, ça ne cause aucun problème, notamment pour les prochaines élections législatives. Déjà l'article 29, le point 9 de l'article 29 précise que les partis politiques ont la liberté de définir les règles de procédure quant à leur fusion. Donc, ça revient à chaque parti politique de définir les procédures à suivre quand il s'agit de fusion. Seulement que cette procédure ne doit pas aller à l'encontre de la loi qui existe déjà. Parce que des conventions ne peuvent pas être au-dessus des lois qui existent. Et ce que nous constatons, nous attendons le communiqué officiel pour voir ce qui s'est passé en réalité. C'est vrai? Mais je pense qu'avec UP, avec les technocrates que nous avons dans ce parti politique, je pense qu'il ne doit pas faire des erreurs sur le plan juridique et laisser des tâches juridiques. Et justement, Aimé Juste Defordier, la question que j'aimerais poser, c'est par rapport au fonctionnement. Lorsque vous prenez les deux partis politiques, c'est vrai, le PRD qui vient d'adhérer à l'Union progressiste, il y aura certainement les jeux de positionnement et autres. Est-ce que les positionnements, les frustrations et autres ne vont pas peut-être à la longue faire qu'il y aura des divorces entre ces deux partis politiques-là? Non, je ne crois pas. Vous savez, déjà au niveau de l'Union progressiste, qu'on le veuille ou pas, il y a des technocrates, surtout des juristes, pour ne pas parler du président, qui est l'ex-président de la Cour constitutionnelle. Au niveau du PRD aussi, nous avons le Ragbé national, le maître Adrien Ombeidji. Et donc, ce sont des gens qui maîtrisent le climat politique béninois. Ils savent comment faire des compromis pour pouvoir s'entendre. Et si sûr, vous avez vu, il y a eu des réunions sur des réunions. Il y a eu des congrès pour qu'au final, on puisse s'entendre sur les moindres détails. Donc, je suis sûr qu'il y a un accord détaillé qui dit, si je me fusionne à vous, il y aura positionnement dans telle zone, j'aurai le droit de faire ci, de faire ça. Et s'il arrivait, peut-être qu'il y a un remaniement ministériel, je dois... Donc, il y a ces détails-là que je suis sûr sont déjà consignés dans une convention, dans un document, et qui devrait permettre simplement au PRD
et qui n'existe plus hein, avec cette fusion, mais surtout à l'Union progressiste de rester en harmonie avec le Parti du renouveau démocratique de Adrien Humbedji. Maintenant, par rapport aux frustrations même peut-être de certaines personnes qui se retrouvaient dans certaines zones et qui estimaient qu'avec leur marche avec l'Union progressiste, ils doivent ou elles doivent être positionnés. Mais à cause de la fusion, il y aura peut-être des grincements dedans, des frustrations. Je crois que cela manquera, mais cela dépendra de la stratégie, de la technique et des analyses que feront les dirigeants de l'Union progressiste. Quand un militant à la base ou un militant d'un certain niveau, un leader d'un parti politique est frustré, il faut savoir le faire concerner. Vous pouvez amener quelqu'un qui ne voudrait pas forcément faire ce que vous lui demandez de faire avec la manière. J'ai entendu, comment on appelle, le taureau, si je me trompe, hein, de la 8e circonscription, pour ne pas parler de l'honorable Badamansi, dit que si son parti le positionne, il sera prêt. Mais dans le cas contraire, il va battre campagne pour celui qui sera positionné. Pour dire que oui, au fond, peut-être il ne voudrait pas partir. Mais si le parti décide de le faire partir, si c'est avec la manière, il va aussi faire la campagne électorale pour celui qui sera plus ou moins son remplaçant. Pour dire le tout va avec la manière et avec la gestion du parti. Et cela est primordial. Au fait, cette union risque de durer, simplement parce que s'il faut revenir en arrière, s'il faut que le doyen Adrien Humbedji quitte encore l'Union progressiste, aille créer à nouveau un parti politique, ce n'est pas évident qu'avec l'évolution des choses après les législatives de 2023 et peut-être les élections générales hein, de 2026, communales, législatives et présidentielles, qu'au-delà de tout, qu'il puisse revenir et revoir sa fief électorale au même degré. Frégis Atindoglo, on constate également, ou on a constaté hein, dans la même foulée que l'UDBN désormais a quitté le parti bloc républicain. Comment vous pouvez expliquer ce départ hein, de ce parti politique-là? Oui, j'ai aussi vu l'information comme tout le monde, mais je me suis posé une question. De quel UDBN parle-t-on encore? Du parti politique de Claudine Prudencio. Mais parce que ça n'existe plus. Sur le plan juridique, UDBN n'existe plus. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure la notion de fusion-absorption. Lorsque BR absorbe UDBN, ça voudra dire que UDBN perd sa personnalité juridique. Perd ses attributs, tout est tout. Tout. Logo, tout. UDBN est mort, si on peut le dire de façon très simple. Donc UDBN n'existe plus. Si on apprend maintenant que UDBN quitte BR, mais on peut se demander si au départ c'était une adhésion. Parce que normal, un parti politique ne peut pas adhérer à un autre parti politique. Le code électoral des partis politiques a été clair dessus. Seules les personnes physiques peuvent adhérer à un parti politique. Et le code électoral a été clair qu'il ne doit pas avoir d'alliance entre partis politiques. Donc, on n'est pas dans un cas d'alliance entre partis politiques, on n'est pas dans un cas d'adhésion de UDBN au parti politique BR. Donc, normalement, s'il doit y avoir démission, on peut expliquer la démission des membres de UDBN. Donc, on peut dire le départ de certains membres de l'UDBN et non du parti politique entier. UDBN, parce que UDBN n'existe plus, mais peut-être les membres de UDBN peuvent se retirer de façon individuelle pour aller créer un autre parti politique, adhérer à d'autres partis politiques. Mais je pense que c'est un défaut de communication de dire que UDBN se désolidarise de BR. Parce que UDBN n'existe plus sur on a lu même un communiqué hein, du bloc républicain qui a stipulé ce que vous êtes en train de dire là, que normalement l'UDBN n'existe plus, mais on a constaté, comment on appelle ce départ. On attend peut-être les jours à venir pour voir clair dans cette histoire-là. C'est un défaut de communication. Mais juste, je ne sais pas si vous partagez les mêmes avis, le fait que l'UDBN quitte BR, mais ça ne devrait pas être le cas. Sur le plan juridique, je suis parfaitement d'accord. L'UDBN n'existe plus. À moins que certains membres de l'UDBN, plus ou moins, ou de l'ancienne UDBN, démissionnent
et aille créer un nouveau parti politique. Sur le plan juridique, je suis d'accord avec l'analyse. Cependant, je voulais relever quelque chose de très pertinent à mon humble avis. Je reconnais que l'UDBN, même existant dans le passé, n'a pas, comment dit-on, de fief politique en quelque sorte, et qu'en allant il y a Godomain, vous allez parler de Claudine Prudencio, d'Ambo Mekalabi. Une seule personne ne fait pas la pluie le beau temps d'un parti politique. Et donc, évidemment, ne pourrait jamais avoir les 10% sur le plan national. Mais malgré ça, si le bloc républicain a accepté absorber l'UDBN avec un accord donné, il faudrait qu'on aille voir qu'au-delà de tout, est-ce que le bloc républicain respecte l'accord du départ? On l'a dit ici, et je l'ai reconnu tout à l'heure, lorsque vous et moi, on s'entend sur quelque chose, que je sois le plus faible et que vous soyez le plus fort, on s'entend, je dis, j'intègre votre parti politique. Mais en retour, voilà, je dois avoir je dois avoir ça. Mais dans les réunions des instances politiques, je ne me retrouve pas, aucun membre de mon bureau politique ou de mon ancien bureau politique ne s'y retrouve, les élections s'approchent, je ne vois rien de tout l'accord qu'on a eu à signer, ça pose un problème. Je le dis, ça pose un réel problème. Et donc, il faudrait qu'on dise, parce que c'est ce que reproche l'ancien l'UDBN, si je peux le dire ainsi, au bloc républicain. On dit que les militants à la base de l'UDBN se sentent lésés. Alors, s'ils se sentent lésés, qu'est-ce qui est fait pour que ces militants-là puissent se sentir concernés, absorbés par le bloc républicain? Si rien n'est fait, il faudrait constater qu'il y a une mauvaise gestion, comme je le disais. Il y a comment dit-on, non-application de l'accord de départ. Le non-respect des clauses de départ de la convention de fusion. Et ça, c'est une vérité. Qu'on soit détracteur de l'UDBN, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a même pas de fief et tout ce qui va avec. On sait très bien qu'ils n'auront pas les 10%, mais on devrait avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a quelque chose ne va pas au sein du BR. Et qui a amené l'autre à réfléchir, à dire, bon, il faut que j'aille me chercher ailleurs, même si ce n'est plus possible au regard des tests que nous avons à disposition. Je voudrais rapidement revenir sur l'analyse de M. Juspouti, que ça peut se justifier seulement que la démarche n'est pas la bonne démarche. Et ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, n'est pas la bonne démarche. S'il y a eu convention de fusion entre BR et UDBN, et que dans l'exécution de cette convention, on voit que les accords ne sont pas respectés, il ne revient pas au parti signataire de cette convention unilatéralement de dire, mais voilà, nous, on claque la porte. On quitte. Parce que déjà, dès que la convention est signée, de façon tacite, UDBN n'existe plus. Et si on voit après que dans les clauses de la convention, il y a des clauses qui ne sont plus respectées, je pense qu'il faut retourner devant le juge administratif pour faire annuler d'abord cette convention de fusion. Si la convention de fusion n'est pas annulée, et qu'on se lève pour dire, mais nous, voilà, parce que les clauses ne sont pas respectées, nous, on quitte. Il faut faire annuler d'abord la convention et faire les démarches pour retrouver son ancien statut de parti politique. Sinon, à l'état actuel des choses, UDBN n'existe pas. Je crois que des partis politiques comme UDBN doivent consulter des juristes comme vous pour prendre certaines décisions. Nous allons rapidement aborder le dernier aspect, l'opposition. Et où dans tout ça? C'est vrai, il ne reste que 3 minutes pour bloquer ce numéro de Free Speech. Et je vous promets, nous allons revenir sur l'opposition parce qu'il y a une grande question qui se pose aujourd'hui quant aux prochaines élections législatives. Je commence par vous pour terminer avec Aimé Juste. L'opposition aujourd'hui, est-ce que vous voyez une opposition unie pour les élections législatives de 2023? Moi, je ne sais pas. Je me pose également. Mais vous regardez l'actualité, vous suivez l'actualité. Je me pose des questions. Je suis l'actualité, je me pose des questions parce qu'on est, disons, à 4 mois ou à 5 mois des élections législatives et rien ne se dessine. On ne voit pas d'alliance. On voit que tout le monde est encore dans son coin. Chacun fait des interventions médiatiques un peu partout. On sent encore que ce qui s'est passé en 2019 va se reproduire. Je ne sais pas. Non, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, bien évidemment. J'ai suivi hier ou avant-hier le vice-président du Parti démocrate les démocrates qui disaient que le souhait, c'est de voir l'opposition réunie pour participer à ces élections. Et on souhaite, si déjà il le dit, ça voudra dire
qu'il y a des démarches en cours, il y a des démarches en arrière-plan que nous, on ne voit pas certainement. Mais nous sommes inquiets, nous ne voulons pas revivre des événements de 2019. Nous ne voulons pas que les partis politiques de l'opposition restent encore en marge de ces élections, parce que c'est cela qui crée les frustrations. Si déjà en 2023, nous n'avons pas l'opposition, nous sommes sûrs que cela va créer des frustrations. Les gens vont se soulever encore parce qu'ils n'ont pas vu leur leader en liste, ils n'ont pas vu leur parti leader en liste. Donc, il faut travailler. Je pense que le président de la République a tout intérêt à rappeler ces partis de l'opposition, parce qu'il est le père de la nation, à les rappeler, à leur donner des conseils, à les aider même, si possible, à se fusionner. Ici, c'est une bataille électorale. Ça serait difficile. Je pense que le président de la République, en tant qu'institution, doit pouvoir réunir ses enfants, doit pouvoir réunir les partis politiques. Il doit enlever son habit de chef de parti politique et remettre son habit de président de la République, père de la nation, et appeler ces partis politiques, faire le plaidoyer pour que au moins nous ayons... Je crois qu'il a déjà commencé, lorsque vous suivez le 1er août passé les manifestations officielles. On a vu pratiquement de belles images où les personnalités de ce pays qui ne parlent pas forcément de la même voix se sont retrouvées pour suivre le défilé ensemble. Ça serait votre mot de fin. Merci beaucoup. Aimé Juste, vous voyez l'opposition unie pour 2023, c'est possible? Non, mais c'est écœurant. Ce sera difficile. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu, je ne vois pas l'opposition. Ah d'accord, vous ne voyez pas l'opposition, ça serait impossible. Je ne vois, bon, je dirais pas impossible, mais difficile à voir. Difficile à voir parce que actuellement, on constate, c'est ce qu'on disait depuis le début de cette émission, que les intérêts restent au-dessus des idéologies, des principes et même de la lutte pour la démocratie, comme ils aiment bien le dire. Parce que quand vous avez un objectif commun, vous vous mettez ensemble pour pouvoir réussir. Et on sait qu'à l'étape actuelle, quel que soit ce qu'on va dire, si on va aux élections législatives à l'état actuel, avec ces partis de l'opposition, j'ai du mal qu'il y ait un parti qui aura les 10% de l'opposition. Même s'ils ont les 10%, combien de députés ils auront avec ces 10% qui vont rivaliser avec les partis qui pouvaient constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée. Ce qui veut dire qu'avec ce qu'on est en train de voir, la mouvance aura encore la majorité absolue si les choses ne changent, restent en l'état, et on finira par dire que c'est le pouvoir en place qui empêche et patati patata. Or, il y a beaucoup d'enjeux à partir de 2023. Il y a déjà les élections générales en 2026. Il y a les élections présidentielles. Donc, l'opposition ne doit pas faire l'erreur de rater ce rendez-vous. Merci. Merci à vous. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Frégis Atinglo, vous êtes juriste. Aimé Juste Lifodji, vous êtes journaliste analyste. Merci à vous deux d'avoir honoré cette invitation et également pour votre brillante intervention par rapport au thème de notre émission. On se retrouve très prochainement, surtout pour l'opposition, parce que ça va constituer un autre thème où je vais vous inviter encore pour qu'on fasse également le débat. Merci à vous et bon retour chez vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech. Je vous dis merci de nous avoir suivis et merci également à l'équipe de réalisation de production de cette émission. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro de Free Speech. Restez fidèles à nos programmes et à bientôt.